Alors, nous allons parler aujourd'hui de la tuberculose. Alors, diapositive introduction. Donc la tuberculose c'est encore une maladie qui tue beaucoup dans le monde. Parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde. Alors, il faut savoir qu'en France, ça a été le mal du siècle au 19e siècle, 18e, 19e siècle. Et on a quand même bien amélioré la situation parce qu'il y a eu, au cours du XXe siècle, beaucoup de campagnes de vaccination grâce au BCG. Mais à l'heure de la mondialisation, des allées et venues, des apports, des flux migratoires, on a une recrudescence quand même de la tuberculose en France. Mais les cas de tuberculose, on les retrouve plus dans les pays de l'Est, un peu en Asie et dans certains pays d'Afrique. Voilà, donc on a des chiffres, les derniers chiffres de 2015. Plus de 10 millions de personnes ont contracté cette maladie et 1,8 million en sont mortes. On parle du Covid, mais voilà, la tuberculose a tué 1,8 million de personnes en 2005. Alors on verra que, heureusement, tout le monde ne meurt pas de la tuberculose, on va en parler plus tard. Ce sont surtout les gens qui ont une situation précaire ou déjà des problèmes de santé qui vont en effet mourir de la tuberculose ou qui n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà, donc diapositive suivante. Plus de 95% des décès surviennent dans des populations qui ont des revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire des populations qui sont assez précaires finalement. Donc les pays qui sont les plus touchés, voilà, l'Inde, puisqu'on sait que même si c'est un pays en voie de développement, on a encore des zones avec des bidonvilles, voilà, une grosse partie de la population indienne qui vit dans des conditions très précaires. L'Indonésie, la Chine, et puis au niveau des pays arabes et africains, Nigeria, Pakistan et l'Afrique du Sud. Au niveau mondial, 2015, on a aussi des cas de tuberculose multirésistante. Multirésistant, vous vous souvenez quand on avait parlé des bactéries multirésistantes, eh bien ça veut dire qu'on a beau mettre plusieurs antituberculeux, et Dieu sait si des fois on en met 3, 4, voire 5 médicaments différents, on a malheureusement des souches qui restent résistantes. Et malgré les traitements, eh bien on n'arrive pas à soigner certaines tuberculoses. On verra que le problème de la non-observance, parce que c'est un traitement, quand on a la tuberculose, c'est un traitement très coûteux. Alors nous, on a un système de soins qui prend en charge, mais dans certains pays, c'est très coûteux. Et c'est un traitement qui va durer entre 6 mois et 1 an. Et on a parfois des problèmes d'observance. Et c'est pour ça qu'on a des rechutes et surtout des problèmes de résistance. Voilà, donc on estime que le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver quand même 49 millions de vies entre 2000 et 2015. Donc c'est quand même une des priorités de l'OMS d'essayer de diminuer ce nombre de cas de tuberculose. Donc dans la diapositive suivante, justement, l'objectif de l'OMS, c'est mettre un terme à l'épidémie d'ici 2030. On ne va pas y arriver. Il faut être lucide. On n'arrive déjà pas à se dépatouiller avec un coronavirus. C'est pas en 2030 qu'on va réussir. Ça veut dire que dans 10 ans, on pourrait mettre un terme à l'épidémie. Malheureusement, voilà. Mais c'est important de se fixer des objectifs et d'essayer de tendre, d'essayer de les atteindre. Mais voilà, donc c'est une des priorités de l'OMS de régler ce problème de tuberculose. Alors, dans la diapositive suivante, on vous montre un diagramme avec les cas de tuberculose en France. Depuis 2000 et 2013, vous voyez que les cas sont quand même en diminution. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près ce qu'est cette maladie. Donc, c'est le docteur Koch qui a isolé le bacille. C'est pour ça qu'on appelle ça
On appelle ça le bacille de Koch, ou dans le jargon professionnel, vous entendrez parler des BK. BK, c'est bacille de Koch. Donc c'est une infection bactérienne qui vont le plus souvent toucher les poumons. Le plus souvent, vous allez voir que le bacille peut aussi se localiser sur d'autres organes. Mais à 90-95%, ce sont les poumons qui sont touchés. Alors, comment cette maladie se contamine ? Par les voies aériennes, par les gouttelettes, quand on parle, on postillonne, et donc par les petites gouttelettes, qui sont parfois même minuscules, microscopiques, les bacilles vont passer d'un individu à l'autre. C'est pour ça que quand on l'avait vu dans le module 6, dans les mesures d'isolement, les personnes qui ont la tuberculose, qui ont une suspicion de tuberculose, ont une précaution R, c'est-à-dire c'est un isolement septique avec une précaution R. Voilà, et on vous explique que l'inhalation de quelques petites gouttelettes suffisent à infecter un individu. On verra tout à l'heure qu'il faut quand même un contact répété ou que la personne soit vraiment en phase importante, en phase virale importante, qu'elle crache beaucoup de bacilles, que vous ayez un contact assez répété pour attraper vous-même la tuberculose. Alors, je pense que le coronavirus, je reviens toujours au coronavirus, je suis désolée, mais vous voyez bien que le coronavirus est beaucoup plus contagieux que la tuberculose. Alors, au niveau de la transmission, une personne qui a la tuberculose, qui ne serait pas traitée, donc c'est parfois des gens qui ignorent, qui ne veulent pas aller se soigner ou qui, pour des raisons d'argent ou de clandestinité, ne vont pas se faire soigner. Ou bien dans les pays où ils n'ont pas un système de santé comme le nôtre. Donc il faut savoir qu'une personne, quand elle a la tuberculose, elle peut contaminer autour d'elle entre 10 et 15 personnes en moyenne chaque année. On n'est pas dans une contamination aussi importante que le coronavirus, je le répète. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure en introduction, là on le redit, les déplacements de population, puisque les gens voyagent de plus en plus, le commerce, la mondialisation, les migrations de population fait que la tuberculose s'est répandue un petit peu partout dans le monde. Alors, toujours au niveau de la transmission, il faut savoir que même si vous attrapez la tuberculose, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, vous ne développerez pas la maladie. Parmi les personnes qui ont été contaminées, seulement 5 à 10% d'entre elles vont développer la tuberculose, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les signes de la maladie et être à leur tour contagieux. C'est-à-dire que le bacille, vous pouvez très bien l'attraper et il va rester en vous. On va dire qu'il va être dormant pendant des années. Il est là, il est présent, il est inactif. Vous n'êtes pas contagieux puisqu'il est pas actif, donc il n'a pas proliféré. Vous n'allez pas tousser, vous n'allez pas cracher les bacilles. Mais quand vous avez attrapé la tuberculose, quand elle est en vous, vous pouvez, au cours de votre vie, votre immunité peut diminuer parce que vous avez attrapé d'autres maladies, parce que vous avez une maladie qui vient toucher votre immunité. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est la vieillesse, c'est-à-dire que quand on vieillit, on a une immunité moins importante. Donc, on a des gens qui ont attrapé la tuberculose. Elle est restée comme ça, dormante, pendant des décennies, et puis un jour, elle apparaît. Et du coup, on a du mal à comprendre. Au départ, on se demandait pourquoi la personne n'avait pas été en contact, il n'y avait pas de cas de tuberculose autour d'eux, et les personnes se mettaient à développer une tuberculose. Tout simplement parce que ils étaient porteurs du bacille depuis très longtemps, et que la maladie a trouvé des conditions propices à son développement. Alors évidemment, les personnes à risque, les plus à risque, évidemment, ce sont les personnes immunodéprimées. Quand on abordera le sida, on en reparlera. La tuberculose est une des principales maladies opportunistes que vont développer les malades du sida. Voilà, donc tuberculose et sida,
Voilà, c'est un mélange détonnant parce que vous l'aurez compris, quand on a le sida, on a une immunité très faible. Donc le bacille, voilà, il s'en donne à cœur joie et il va se développer. Et on estime que la tuberculose serait une des principales causes de mort chez les personnes atteintes du sida. Alors, je le disais tout à l'heure, principalement, la principale forme de tuberculose, là où le bacille va essentiellement se développer, c'est au niveau pulmonaire. C'est vraiment dans quasiment 90% des cas, c'est une tuberculose pulmonaire que les gens vont faire. Mais on a aussi d'autres localisations, c'est-à-dire que le bacille va se localiser à d'autres endroits. Donc on a des formes plus rares, mais on va avoir des formes méningées. On va avoir des tuberculoses osseuses, cutanées, rénales, intestinales, voire génitales. Mais en effet, toutes celles-là sont vraiment plus rares. La tuberculose osseuse et rénale serait parmi ces formes extrapulmonaires celle qu'on retrouve un petit peu plus souvent. Ah, j'ai été un petit peu présomptueuse. On estime à 70-80% de tuberculose pulmonaire, 20 à 30% de tuberculose extrapulmonaire. Et le diagnostic souvent est difficile et bien souvent les médecins partent sur d'autres pistes. La tuberculose pulmonaire est plus facile à identifier pour un médecin. Alors maintenant, nous allons expliquer la physiopathologie. Il y a 3 phases. La personne attrape la tuberculose. Elle a été contaminée, elle était en contact avec quelqu'un qui avait la tuberculose. Le bacille, voilà, elle va le respirer, elle va l'inhaler, elle va l'avoir en elle. Le plus souvent, la forme est asymptomatique. Ça veut dire elle va avoir absolument aucun symptôme. Un petit fébricule, un petit jour ou deux, elle se sent un petit peu patraque, au maximum. Après, il ne se passe rien. Voilà, on a ce qu'on appelle la phase latente. Alors la phase latente, elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années, comme on l'a dit tout à l'heure, si la personne a une bonne immunité. Et puis, si les conditions sont propices, c'est-à-dire qu'il y a une faible immunité, un mauvais état général, la tuberculose va commencer à être active. Là, elle va se développer. Et là, on va avoir, comme on va le voir tout à l'heure, on va avoir tous les signes de la tuberculose. Alors, quand on fait le BCG, on reproduit artificiellement la phase de primo-infection. Et ça oblige notre corps à fabriquer des anticorps contre la tuberculose. Mais comme c'est un bacille qui est mort ou atténué, forcément, on ne développe pas la maladie et notre immunité, au contraire, va développer des anticorps. Bon, ça, c'était la petite parenthèse par rapport à la vaccination. Alors, on va passer à l'histoire naturelle de la tuberculose. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que si j'étais devant vous, je pourrais vous expliquer ce schéma qui paraît très compliqué, mais qui est relativement simple. Alors, on va partir, concentrez-vous, nous partons tout en haut à gauche, individu contagieux. D'accord ? En haut à gauche, individu contagieux. Vous rentrez en contact avec cet individu. Il va y avoir, là on voit BK, contamination aérienne, c'est-à-dire que vous êtes en contact suffisamment proche avec la personne et régulier, et vous finissez par l'air, vous finissez par être contaminé. Vous devenez donc l'individu contact. Voilà, vous avez été infecté par la tuberculose. On parle donc, là on est au milieu, le 3e encadré, on est au stade de la tuberculose infection. Nous partons à gauche. Vous voyez, on a 95%. 95% des personnes qui ont été infectées par la tuberculose vont avoir une guérison apparente. Voilà. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, au cours de leur vie, ils peuvent avoir une maladie qui les rend immunodéprimés, ils peuvent avoir un état général plus fragile, plus précaire. Ils vieillissent
Et ce bacille qui est resté comme ça, latent, peut se réactiver. Donc on va arriver au stade de la tuberculose maladie. Nous sommes tout en bas dans le petit encadré, tout en bas à gauche. Cette tuberculose, elle peut soit se manifester par une tuberculose extra-pulmonaire, là on est parti sur l'encadré en plein milieu, ou bien tout en bas au milieu, elle peut, dans 70-80% des cas, elle aura une forme de tuberculose pulmonaire. Et ce sera donc une tuberculose active. Donc celui qui a une tuberculose active, si on va là, on continue la petite flèche à droite, on arrive tout en bas là de la colonne, on redevient du coup un sujet contagieux. Donc vous voyez, après il y a la petite flèche là, complètement à droite, qui monte, qui repart au milieu et qui revient. Vous pouvez à votre tour devenir quelqu'un qui va contaminer d'autres personnes par voie aérienne. D'accord ? Donc je récapitule. Vous avez été contaminé, donc à gauche, individu contagieux. Vous êtes contaminé par voie aérienne, vous êtes donc devenu un individu contact, vous avez donc été infecté par la maladie. Dans 95% des cas, vous serez guéri, il vous arrivera jamais rien. Si les conditions sont propices, la vieillesse, l'immunosuppression, vous allez développer une maladie tuberculose. Dans 70-80% des cas, ce sera une tuberculose pulmonaire qui va devenir active. Vous allez avoir les signes de la maladie et on part tout en bas à droite. Vous devenez un individu contagieux et à votre tour, vous allez contaminer d'autres personnes. On revient au départ. Vous êtes contaminé. Voilà, on repart en haut à gauche. Individu contagieux. La personne va vous contaminer par voie aérienne. Vous devenez l'individu contact. Vous avez été donc infecté par la tuberculose. On est là au milieu, la colonne du milieu, tuberculose, infection. J'espère que tout le monde arrive à me suivre. On va partir à droite et on voit dans 5% des cas, soit parce que on vous explique là à droite, dans 5% des cas, vous voyez le petit rond là, 5%, et à droite, vous avez soit il y a une quantité de bacilles extrêmement importante, soit il s'agit d'une personne jeune, de moins de 4 ans, les enfants sont fragiles, soit vous êtes immunodéprimé. Immunodéprimé parce que vous êtes âgé, parce que vous avez une maladie, d'autres maladies qui jouent sur votre immunité. Donc dans 5% des cas, si vous rentrez dans ces cas de figure, vous allez développer la tuberculose. Soit vous développez une tuberculose extra-pulmonaire, et à ce stade, je ne vous ai pas expliqué, mais quand on a une tuberculose extra-pulmonaire, elle ne se contamine pas aux autres, celle-là, parce que c'est la tuberculose pulmonaire qui est contagieuse. Pourquoi ? Parce que la personne, elle tousse, elle crache, et en parlant, elle vous envoie des bacilles. Donc, ces 5% vont faire une tuberculose maladie, ils vont vraiment développer la maladie. Une petite partie, 20-30%, ce sera une tuberculose extra-pulmonaire. Dans 70-80%, ce sera une tuberculose pulmonaire. Et du coup, on est dans la dernière colonne, en bas à droite. Ces 5% de personnes vont donc développer une tuberculose, le plus souvent une tuberculose pulmonaire, et vont devenir, vous voyez bien la petite flèche, et on remonte, et redeviennent des personnes, des individus contagieux, et ils vont contaminer les gens autour d'eux. Voilà. Il a l'air compliqué ce schéma, mais voilà, vous partez en haut à gauche, vous arrivez sur la colonne du milieu, vous descendez les flèches, soit vous partez à gauche, dans 95% des cas, on guérit, dans 5% des cas, si le terrain est favorable, dans 5% des cas, les personnes vont faire une tuberculose et deviennent à leur tour des gens contaminants. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que la tuberculose n'est pas si grave, il n'y a pas autant de cas, et surtout dans nos pays développés avec une médecine performante, il n'y a pas tant de cas de tuberculose, parce que dans 95% des cas, les gens guérissent. Alors maintenant, nous passons à la diaporama primo-infection. Donc, comme on disait tout à l'heure, le plus souvent, elle est asymptomatique. Dans 90% des cas, vous n'allez absolument rien sentir. Au maximum, un peu de fatigue, un petit peu d'amaigrissement, petit moment de fatigue, vous n'êtes pas très bien.
Si au moment de la primo-infection, on vous fait un test tuberculinique, une intradermoréaction, alors là, pour le coup, le test va être fortement positif. Là, on va tout de suite se rendre compte que vous êtes infesté par le bacille de la tuberculose. Toujours pour la primo-infection. Donc, comme on disait tout à l'heure, 2 possibilités. Vous êtes en bonne forme, en bon état, vous avez une bonne immunité, vous allez guérir. Et on a vu dans 95% des cas, les gens guérissent de la tuberculose. Ils font la primo-infection, mais ils guérissent et ne passeront jamais au stade de la tuberculose maladie. Malheureusement, on a vu tout à l'heure dans le tableau, dans 5% des cas, on va avoir une prolifération du bacille et 5% des personnes vont donc développer une tuberculose. Peu développeront une tuberculose extra-pulmonaire, beaucoup développeront une tuberculose pulmonaire. Alors maintenant, nous passons aux signes de la tuberculose. Typique, que parfois certains médecins traitants ne reconnaissent pas d'emblée, parce que certains médecins traitants en France ont tendance à oublier qu'il y a encore des cas de tuberculose, et parfois le diagnostic n'est pas fait tout de suite. Les personnes vont consulter, le médecin pense que c'est une bronchite, donne des antibiotiques qui sont absolument... les antibiotiques que l'on donne pour une bronchite sont absolument inefficaces sur une tuberculose. Bon, voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, quand vous développez une tuberculose, ça va se manifester par des signes très caractéristiques. Une toux chronique. Donc voilà, une personne qui tousse, et ça dure. Et qui va chez le médecin. Et le médecin donne des antibiotiques. Et ça fait rien. Et la personne continue de tousser. Une fièvre. Alors, c'est pas une fièvre très élevée. C'est pas une fièvre à 39-40. C'est un 38-5. Voilà, c'est une fièvre qui n'est pas très, très, très élevée. Et surtout, ce qui est assez caractéristique, c'est que la personne transpire beaucoup la nuit. Il y a des sueurs nocturnes. Si on ne fait rien, il va commencer à y avoir des cavernes dans les poumons, c'est-à-dire carrément des cavités. Le parenchyme pulmonaire est carrément atteint. Ça devient comme des trous de gruyère. Et quand on est au stade des cavernes, ça saigne. Et ça saigne, et quand on tousse, on crache du sang. Il y a un signe qui est très caractéristique, donc une fièvre qui dure, une toux qui dure, et souvent un amaigrissement important. Des gens qui vont perdre par exemple 10 kilos en 2 mois. Ça c'est un signe assez caractéristique. Pour les formes extra-pulmonaires, les symptômes ne sont pas des signes pulmonaires. Si vous avez une tuberculose osseuse, ça crée des douleurs, puisqu'il y a une atteinte de l'os, et l'os est très sensible. Quand c'est une atteinte rénale, eh bien évidemment, vous allez avoir des problèmes d'insuffisance rénale. C'est au niveau urinaire que vous allez commencer à avoir des complications. Alors nous passons maintenant au dépistage et au diagnostic. Qui c'est qu'on va dépister ? Les personnes à risque. Donc, les personnes à risque, déjà les personnes qui ont été en contact avec des gens qui ont la tuberculose sous forme maladie. Et à Créteil, nous avons un service qui s'appelle le CLAT. C'est un centre de lutte anti-tuberculeux. Dès qu'un cas pulmonaire est signalé, et diagnostiqué par un médecin de ville ou un médecin à l'hôpital, on le leur signale et eux vont se charger de faire toute une enquête pour savoir quelles sont les personnes qui ont été le plus en contact avec cette personne. Et donc, toutes les personnes qui ont été très en contact avec la personne qui a la tuberculose, on va les dépister. Voilà, donc si on sait que vous avez été en contact, alors évidemment, on ne vous dira pas qui. Ça peut vous arriver un jour dans votre vie que vous soyez contacté et qu'on vous dise « vous devez faire un dépistage contre la tuberculose parce que vous avez été en contact de façon assez répétée avec quelqu'un qui a la tuberculose ». Imaginons, dans la promotion, l'un d'entre vous a la tuberculose. Pendant 1 mois, nous le fréquentons tous les jours, 7 heures par jour en cours. Il tousse. Vous imaginez ce qu'il va cracher dans l'air. Le jour où on va comprendre et lui diagnostiquer qu'il a une tuberculose, cet élève, vous pouvez être sûr que si on l'a fréquenté pendant 1 mois et qu'il a toussé pendant 1 mois, on va tous, dans la promotion, devoir se faire dépister. Voilà, pour vous donner un petit exemple concret.
Les personnes immunodéprimées, voilà, on sait qu'elles sont fragiles, donc celles-là, on va évidemment les dépister. Et puis, les enfants de moins de 15 ans qui vivent dans des zones à risque, on va aussi faire des dépistages. Alors, ce dépistage, on va le faire. Il y a plusieurs façons de le tester. Le plus classique, le plus ancien, c'est l'intradermoréaction. C'est ce qu'on vous a fait pour la plupart d'entre vous à l'entrée à l'école. On vous injecte de la tuberculine, donc c'est pas dangereux, mais ça va vous faire réagir, et sous la peau, c'est pas très agréable comme injection, avec une petite aiguille. On vous injecte une petite quantité de tuberculine et on attend 48 heures pour interpréter le résultat. Donc et on regarde la petite papule qui va se créer et on va la mesurer. Donc si elle est inférieure à 10 mm, c'est que vous n'êtes pas assez immunisé. Si vous avez inférieur à 10 ou inférieur à 8 mm, je ne sais plus trop, excusez-moi pour la précision. Donc si c'est trop petit, c'est que vous n'êtes pas immunisé. Et par contre, si vous aviez un énorme placard, c'est peut-être que vous êtes en train de faire une primo-infection. Donc il faut plutôt être situé entre les deux. Si vous avez entre 10 et 20 mm, c'est que vous n'êtes pas en primo-infection et que vous avez une bonne immunité contre la tuberculose. Donc ça, c'est le truc typique sous la peau, l'intradermo. Alors il y a un nouveau test qui existe depuis quelques années, le quantiferon. C'est-à-dire que ça consiste à faire une prise de sang, mais c'est un test qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Par contre, si vous allez au CLAT, parfois, ils vont faire juste une intradermoréaction et s'ils ont le moindre doute, notamment pour les gens très fragiles ou pour les enfants, on va faire un quantiferon parce que c'est un examen qui est très très fiable. Voilà, donc si on veut être sûr de savoir si la personne, oui ou non, a été contaminée, on va faire un quantiferon. Alors, il y a aussi une autre manière de dépister et de poser le diagnostic. C'est la radio pulmonaire qui va montrer des images en faveur d'une tuberculose. Surtout si... Alors, si on est au stade des cavernes, là, c'est flagrant parce que, voilà, il y a des zones, on voit qu'il y a des trous. Si on n'est pas au stade des cavernes, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas vous interpréter une radio de quelqu'un qui a la tuberculose, mais les médecins sont formés à ça, c'est visible à la radio. Et évidemment, on va faire... Alors après, une grosse pneumonie, une grosse bronchite peut donner aussi des images douteuses et on pourrait suspecter aussi une tuberculose. C'est pour ça qu'on va compléter avec un examen des crachats. On va demander à la personne de cracher. 3 matins de suite, on va faire 3 tests. On va lui demander de cracher. Et pas cracher de la salive. Un bon gros crachat qui arrive bien de la trachée et on va l'analyser et identifier s'il y a des bacilles dedans ou pas. Pour les personnes qui n'arrivent pas à cracher, moi j'ai été infirmière en pneumologie. On réveillait très tôt les patients le matin avant qu'ils ne se lèvent parce que dans la nuit, quand on dort, on a des sécrétions bronchiques qui remontent là, le long de la trachée et spontanément, la nuit, quand on dort, on les avale. Donc toutes les sécrétions bronchiques qui remontent, on les avale, donc elles partent dans l'estomac. Tant et si bien que le matin, avant que la personne ne se lève, on la réveille, on lui enfile un tuyau jusque dans l'estomac et on aspire le contenu de l'estomac. Et ça permet de récupérer, s'il y a des bacilles de Koch dans les sécrétions bronchiques, elles sont remontées, elles sont passées dans le carrefour aérodigestif et elles sont redescendues dans l'estomac. Et donc on va pouvoir recueillir ce liquide gastrique. Et si la personne a la tuberculose, c'est flagrant, on va retrouver des bacilles de Koch dans son liquide gastrique. Alors maintenant, on va passer aux facteurs de risque. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on va passer très vite. Vous avez compris, tout ce qui va provoquer une immunodépression va être un terrain à ce que la tuberculose se développe si la personne a contacté quelqu'un de contagieux. Alors évidemment, sida. Les personnes qui sont sous cortisone, la corticothérapie,
La cortisone est un très gros anti-inflammatoire. Vous avez entendu parler pendant le Covid-19, on a dit qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires parce que quand on prend des anti-inflammatoires, on coupe la première réaction de notre défense de notre organisme, c'est l'inflammation. La première défense de notre organisme, on l'a vu, c'est d'avoir de la fièvre et de déclencher une réaction inflammatoire parce que ça nous permet de lutter et de combattre contre les bactéries, les virus et les bacilles. Donc si on prend un médicament anti-inflammatoire, on casse cette réaction naturelle. Et la cortisone est un très très gros anti-inflammatoire. Malheureusement, il y a des gens qui ont des maladies comme les polyarthrites rhumatoïdes, voilà, des maladies comme ça chroniques, inflammatoires. Ils sont obligés de prendre de la cortisone au long cours. Donc eux, évidemment, s'ils ont été en contact avec des patients tuberculeux, ils ont un gros risque de développer la maladie. Les problèmes de malnutrition, c'est pour ça que dans les bidonvilles, forcément, les gens sont plus fragiles. Les problèmes d'alcoolisme, donc les gens très alcooliques, pareil, sont beaucoup plus sujets à développer une tuberculose. Les personnes qui seraient immunodéprimées parce qu'ils ont été greffés, je ne sais pas si vous le savez, on en reparlera parce qu'on parlera du don d'organes. Quand on greffe un cœur, un rein, on donne aussi un médicament qui s'appelle la cyclosporine qui permet de faire baisser artificiellement l'immunité, tout simplement pour que la personne ne rejette pas le greffon. Du coup, ce sont des gens qui, sur le plan immunitaire, sont très fragiles. Voilà, donc il y a quand même des situations comme ça, de par des maladies, de par des comportements à risque, qui rendent les gens immunodéprimés. On s'est rendu compte aussi que les gens qui vivaient qui ont des conditions économiques et sociales très défavorables, sont des gens qui vont attraper la tuberculose, qui vont développer la tuberculose. Les migrations, les populations migrantes, parce que souvent elles arrivent, elles sont précaires, elles n'ont jamais été vaccinées, elles arrivent souvent dans un état un petit peu déplorable, elles sont beaucoup plus fragiles. Elles arrivent aussi de régions endémiques, c'est-à-dire des régions où il y a des cas de tuberculose importants. Et les âges extrêmes, comme dans la plupart des maladies, comme on l'a toujours dit, les jeunes enfants, les personnes âgées sont des personnes à risque. Alors, dans d'autres facteurs de risque, le risque de mortalité est plus élevé si on est face à une tuberculose multirésistante. Et c'est pour ça que c'est très grave quand on soigne quelqu'un contre la tuberculose. S'il abandonne en cours de route son traitement, il crée des résistances. Et donc, sur le plan de la santé publique, eh bien, il est dangereux pour les autres. Donc, quelqu'un qui a la tuberculose doit vraiment s'astreindre à prendre son traitement jusqu'au bout. On l'a dit tout à l'heure, les patients très jeunes, très âgés sont plus à risque. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de mortalité chez l'homme par rapport à la femme. Comme dans beaucoup de pathologies, les hommes sont plus fragiles que les femmes. Alors, nous passons maintenant au traitement. Il y a plus de 50 ans en arrière, on n'avait aucun traitement contre la tuberculose. Alors, c'est vrai qu'on avait créé des sanatoriums. On envoyait les personnes atteintes de tuberculose à la montagne. Alors, c'est vrai que du coup, ils se retrouvaient dans des conditions... Alors, c'est vrai, on disait qu'ils respiraient un air plus pur, patali patala. C'est surtout qu'on les envoyait à la montagne, on les nourrissait bien, ils se reposaient, ils ne travaillaient plus. Vous imaginez, vous étiez mineur de fond avec la tuberculose, vous arrêtez de travailler, on vous envoie à la montagne, vous vous reposez, vous dormez bien, on vous donne à manger correctement, vous reprenez du poil de la bête, vous êtes en meilleure santé, et forcément, vous guérissez de la tuberculose. Donc finalement, les sanatoriums, c'était surtout ça, c'est que ça permettait aux gens, ça ne traitait pas la maladie, on n'avait rien, on n'avait pas de médicaments. C'est juste qu'on renforçait l'immunité naturelle des gens parce qu'on les remettait sur pied, on leur permettait d'être en meilleure forme. Alors, heureusement, depuis une 50aine d'années, on a des antibiotiques, des antituberculeux, ce sont des médicaments bien spécifiques. Tous les antibiotiques ne fonctionnent pas contre la tuberculose. Donc on va associer plusieurs antituberculeux et comme je vous le disais tout à l'heure, le minimum c'est 6 mois à 1 an de traitement, ça peut même aller jusqu'à 2 ans. Donc les principes du traitement, plusieurs médicaments, multithérapie, c'est-à-dire qu'on va associer plusieurs antibiotiques et antituberculeux.
C'est un traitement bactéricide, donc de longue durée, puisque voilà, tous les jours, pendant des mois, on l'attaque et on finit par le vaincre. Le schéma, on peut avoir des quadrithérapies, c'est-à-dire qu'on va donner 4 médicaments pendant 2 mois, puis on va passer à 2 médicaments pendant 4 mois. Voilà, parce que 4 médicaments, c'est quand même assez lourd. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a des effets secondaires. Donc, 2 mois, 4 médicaments à fond la banane, et puis après, hop, on termine plus qu'avec 2 médicaments sur les 4 derniers mois. Donc, ce qu'il faut savoir, si un jour vous soignez des gens qui ont la tuberculose, qui prennent un traitement contre la tuberculose, il ne faut pas être étonné, ça donne une couleur orangée aux urines. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le rimifon qui donne une couleur orangée aux urines. Donc, rassurez le patient. Hein, c'est normal, c'est votre traitement qui fait que vous avez des urines oranges. Et il n'y a pas que les urines. Ils peuvent aussi avoir les larmes qui sont légèrement teintées orange. Alors, concernant l'observance du traitement, il faut absolument que la personne soit extrêmement rigoureuse à suivre son traitement. Si elle interrompt son traitement, le bacille va flamber et va surtout créer des résistances. Et donc la personne va retomber malade et le schéma thérapeutique qu'on lui avait proposé ne sera plus valable. Il va falloir qu'on passe à d'autres médicaments, plus longtemps, plus fort, plus de médicaments. Et ça veut dire en plus des bacilles plus résistants qui vont être transmis à d'autres personnes, pour qui du coup ça va être difficile aussi à leur tour de les soigner. Alors, au niveau de la contagiosité, en phase de latence, on n'est pas contagieux. Hein, on fait une primo-infection, hein, on a vu, qui est le plus souvent asymptomatique, et puis on est en phase de latence. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, à ce moment-là, le bacille est là, comme endormi dans notre corps. On n'est pas contagieux. En revanche, une fois qu'on est en phase de tuberculose maladie, on va être en effet on va être contagieux, et plus on est atteint dans la maladie, plus on est contagieux, parce qu'on a une prolifération des bacilles. Hein. Plus on a de bacilles, plus on est contagieux. Alors pourquoi est-ce que la contagiosité, elle est jusqu'à 3 mois précédant le diagnostic ? Parce que le plus souvent, il y a un retard dans le diagnostic. C'est-à-dire que quand on est au stade de l'amaigrissement, de la fatigue, que la personne, elle est déjà venue, elle a pris des antibiotiques, on a cru que c'était une bronchite, et puis finalement, c'est pas ça. C'est fréquent qu'il y ait un certain temps avant qu'on diagnostique la tuberculose. Donc, quand enfin on l'a diagnostiqué, ça fait déjà parfois 2 voire 3 mois que la personne était en train de contaminer son entourage. C'est pour ça que je vous ai expliqué l'histoire du CLAT. L'enquête, on ne va pas demander, là, il y a 1 semaine, 15 jours, avec qui vous avez été en contact. On va remonter 2-3 mois en arrière. Donc, si vous avez une tuberculose au mois de janvier 2021, on va remonter en arrière, on va dire « Ah, mais vous avez été en contact avec la promotion aide-soignant en 2020. » Il va donc falloir qu'on dépiste aussi ces gens-là. Voilà, donc vous voyez, vous comprenez pourquoi on va remonter 2-3 mois en arrière. Et jusqu'à 15 jours après le début du traitement. C'est pour ça que les personnes qui ont la tuberculose, on les met en isolement. On va donc porter un masque FFP2 quand on va rentrer dans la chambre pour les soigner. Le malade lui-même va porter un masque, mais lui va juste porter un masque chirurgical. Et au bout de 10-15 jours, on va lever l'isolement. Ça, c'est le médecin qui prescrira la levée de l'isolement. Au besoin, il refait des BK crachats, c'est-à-dire il refait des prélèvements de crachats et on va les étudier. S'il y a quasiment plus de bacilles, on va pouvoir lever l'isolement. Alors, ce qu'on explique là, le risque de contamination, je ne vous l'ai pas expliqué jusqu'à présent, je savais qu'on allait en parler. On estime qu'il faut avoir eu à peu près 20 heures de contact avec une personne qui a une tuberculose active. C'est-à-dire, pas de crainte, c'est pas parce que vous avez croisé un jour quelqu'un qui toussait des bacilles dans le métro que vous allez attraper la tuberculose. La tuberculose, vous allez l'attraper parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui l'a. Quelqu'un de la famille, un ami que vous voyez très régulièrement, ou un collègue de promo avec qui vous êtes assis toute l'année à côté de lui en cours. Voilà. Je n'incrimine personne. Attention. Alors, nous passons maintenant à la prévention. Donc,
Prévention déjà, la première des choses, quand on a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire active chez quelqu'un, on va tout de suite faire un dépistage de l'entourage, hein. On va faire la petite enquête et on va aller dépister ceux pour qui on estime qu'il y a eu plus de 20 heures de contact. Le malade, s'il vous dit « Ah bah tous les matins, je vais prendre mon pain à la boulangerie », voilà, hein, le pain à la boulangerie, ça va assez rapide. La boulangère, on ne va pas aller la dépister. Par contre, tous les membres de la famille, les amis, tout ça, on va dépister. On va mettre le patient en isolement septique, en précaution R. Je ne reviens pas dessus, je vous renvoie à votre cours, et on l'a déjà dit tout à l'heure. Autre moyen de prévention, la vaccination. Alors, il faut savoir que le BCG ne fonctionne pas à 100%. Voilà. Il est surtout important dans les formes graves, surtout chez le jeune enfant. C'est bien pour ça que le BCG, à l'époque où il était encore obligatoire, parce que la vaccination contre la tuberculose n'est plus obligatoire à l'heure actuelle en France, elle est fortement conseillée quand même pour les enfants de soignants, parce que vous pouvez très bien ramener une tuberculose à votre enfant à la maison. Et puis, sachez que dans certaines collectivités, il y a parfois dans les crèches, on exige encore que l'enfant soit vacciné contre la tuberculose. Bon, voilà. Donc, le vaccin, c'est bien, très tôt, pour protéger les jeunes enfants, parce qu'on a vu qu'avant 4 ans, l'enfant est beaucoup plus fragile. On estime qu'il protégerait qu'un adulte sur 2. Donc, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Donc, ceux qui n'ont pas été vaccinés, pas de stress. C'est pas parce qu'on a le BCG que ça empêche la transmission de la maladie. On voit bien, on a fait des campagnes de vaccination. C'est pas pour autant qu'on a enrayé la maladie au niveau mondial. On est en train justement de faire des recherches sur des vaccins qui seraient beaucoup plus efficaces. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la vaccination, depuis 2007, hein, donc ça fait 13 ans que le BCG n'est plus obligatoire. Et on a même levé aussi cette obligation pour les professionnels et les étudiants qui rentrent dans les professions médicales ou paramédicales. Par contre, et vous l'avez eu, on ne vous oblige pas à vous vacciner. Par contre, on vous fait un test. Parce que si jamais vous êtes en phase de maladie déclarée, eh bien, il faudra d'abord vous traiter avant de pouvoir entamer la formation. Voilà. Et puis certains professionnels, pour certains professionnels, on va peut-être faire une surveillance un petit peu plus accrue. Si vous travaillez dans un service de pneumologie où on accueille régulièrement des patients qui ont la tuberculose et que vous n'avez pas été vacciné contre la tuberculose ou que votre BCG, parce que ça ne marche pas à tous les coups, n'a pas fonctionné, eh bien, de temps en temps, on va quand même, la médecine du travail va veiller à vous surveiller de temps en temps et faire des intradermaux plus régulières. La déclaration et le suivi. La tuberculose fait partie des affections à déclaration obligatoire, puisque c'est une maladie qui est contagieuse. Donc, quand un médecin diagnostique, c'est le médecin qui fera la déclaration. Quand un médecin diagnostique la tuberculose, il va la déclarer. Et puis, c'est une affection de longue durée, c'est-à-dire que tous les traitements, tous les examens et les traitements qui vont concerner la tuberculose vont être pris en charge à 100%. Et enfin, si la personne n'a pas de sécurité sociale, on va les diriger vers le CLAT, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Centre de lutte anti-tuberculose, parce que le CLAT vous délivre les médicaments gratuitement. Si vous êtes assuré social avec une mutuelle, on vous diagnostique une tuberculose, on va vous prescrire des médicaments, vous êtes pris en charge par la Sécu, la mutuelle, c'est une affection longue durée 100%, il n'y a pas de souci, tout sera pris en charge par la sécurité sociale. Mais les gens qui n'ont pas de couverture sociale, les migrants, les clandestins, ou les gens qui sont en cours de procédure administrative, il est hors de question de les laisser sans traitement. Donc on les envoie au CLAT et on sait que immédiatement on va mettre en place un traitement, gratuitement. Pour la petite histoire, on leur donne le traitement pour 1 mois. Ça veut dire qu'au bout d'1 mois, ils sont obligés de revenir chercher le traitement pour le mois suivant. Ça permet justement de voir les gens, d'évaluer comment ils supportent le traitement, s'ils n'ont pas trop d'effets secondaires, et surtout s'assurer qu'ils sont observants. C'est-à-dire que si au bout d'1 mois, ils ne reviennent pas chercher la suite du traitement, ça veut dire qu'ils ne sont pas observants. Donc du coup, on va tout mettre en place pour essayer de les retrouver
et les inciter à venir chercher leur traitement et à ne surtout pas arrêter le traitement. Alors, on va terminer par le rôle de l'aide-soignant. Si vous avez dans le service des patients qui ont la tuberculose ou qui ont une suspicion de tuberculose, évidemment, vous respectez bien les règles d'hygiène. Le patient est en isolement, vous respectez bien les procédures de l'isolement, vous mettez bien votre masque FFP2 avant de rentrer dans la chambre. Vous appliquez les règles d'hygiène standard. Il n'y a pas besoin de mettre de surblouse, pas besoin de mettre de gants, de charlotte ou de surchaussures. Hein. La meilleure des protections quand on a un patient tuberculeux, c'est de mettre le masque FFP2. Et quand on sort de la chambre, on le retire, on le jette et on se lave bien les mains à la friction hydroalcoolique. Ensuite, vous allez vous occuper du patient. Donc ça veut dire qu'il va falloir surveiller tous les signes cliniques. À partir du moment où on a détecté qu'il avait une tuberculose, normalement le traitement a été mis en place. Donc vous allez surveiller sa toux, ses expectorations. Normalement, tout ça doit commencer à diminuer. Et puis, vous surveillez aussi sa température. Est-ce qu'il reprend du poids? Parce que normalement, quand le traitement est efficace, la personne va commencer à avoir son poids, va arrêter de perdre du poids et va progressivement reprendre du poids. Et normalement, elle devrait progressivement se sentir de moins en moins fatiguée. Et enfin, diapositive suivante. La personne a beaucoup maigri. La personne est très fatiguée. C'est très fatigant de tousser. C'est très fatigant parce que la personne tousse le jour, la personne tousse la nuit. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement fatigués. Donc parfois, il faut aussi les aider à suppléer dans les actes de la vie quotidienne. Donc ça, ce sera votre rôle. Et puis pensez à leur donner des crachoirs, jeter les crachoirs dans les dasseries, parce que ce sont des crachoirs qui sont contaminés de tuberculose. Et veiller à ce que la personne, qu'elle se mette en position demi-assise quand elle tousse. Et si elle a du mal à respirer, aussi lui conseiller de se mettre en position demi-assise. Voilà. Donc finalement, votre rôle, il est plus dans la surveillance et de bien mettre en place les mesures d'isolement et de veiller à ce que les proches ou les familles ou le patient, quand il sort de la chambre, il a le droit parfois de sortir, faire bien attention à ce qu'il porte un masque. Voilà, donc veillez bien à bien appliquer les mesures et bien faire appliquer les mesures à tous les proches qui interviennent, qui viennent éventuellement en visite. Voilà, donc pas d'inquiétude par rapport à la tuberculose. Vous êtes en bonne santé, vous êtes dans un pays où on mange à sa faim, donc pas de crainte par rapport à la tuberculose, même si malheureusement un jour vous étiez en contact avec quelqu'un qui a la tuberculose. Pas plus de crainte que ça. Évidemment, vous aurez un dépistage et 95% de chances que vous ne développerez pas la maladie. Voilà. À bientôt!